En 2019, pour fêter les 10 ans du Festival de Valoir Baroque, j'avais décidé d'un thème festif qui fut celui de la musique à Versailles. Face à cette centralité historique des Bourbons, on ne pouvait ignorer en 2020 l'autre pôle de l'Europe du XVIIIe siècle que fut le Saint-Empire romain, le mot germanique étant un ajout uniquement français. Cette entité fut un regroupement en Europe centrale de petits royaumes, de duchés ou de principautés, un peu comme l'est notre Europe actuelle, à la différence que le pouvoir d'abord personnifié par les empereurs francs-carolingiens qui se réclamaient de la continuité de Rome, fut paternellement assumé par la famille des Habsbourg. Cela nous permet, à cette occasion, de parler de la Savoie, qui en faisait partie. Preuve en est que le blason de la vallée de Maurienne est le même que celui du Saint-Empire, mais avec un aigle à une seule tête. Alors aujourd'hui, j'ai invité Irina Rodolphe pour nous emmener là-bas. Irina Rodolphe, vous avez toujours été comme interprète linguistique au croisement de l'Europe centrale et de l'Ouest, et à ce titre, vous avez par exemple travaillé à France Culture et France Musique avec la fameuse productrice Mildred Clary pour cette rencontre des cultures dont vous continuez la transmission avec la productrice de France Musique, Denisa Kershova. Alors, chère madame, la Bohème semble être le point central du Saint-Empire. Si tu es là pour nous, quelle était la place de la Bohème dans l'Empire? Alors, cette bohème, on ne sait pas trop bien d'où vient le nom. Elle n'a a priori rien à voir avec les bohémiens, quoique encore on pourrait en parler plus tard. La Bohème est un territoire qui, d'abord, est occupé par des Celtes, d'où son nom Bohème, parce que cette tribu celte qui est arrivée sur ce territoire s'appelait les Boïens, d'où le Boët. En plus, ça a été rajouté le mot Heim, germanique. En français aussi, on a le Ham ou le hameau, et de là vient la Bohème. Le territoire de cette Bohème regroupe les pays tchèques, la Moravie et une petite partie de la Silésie. Au départ, après, dans notre ère, c'est un duché qui est érigé à la fin du XIIe siècle en royaume et connaît son épisode vraiment glorieux au XIVe siècle, à l'époque où règne sur la Bohème le roi Charles IV, qui est également empereur du Saint-Empire romain et qui est Charles IV, qui a été élevé en France. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a apporté des idées progressistes et culturelles de Paris. À l'époque de Charles IV, Prague connaît un grand essor aussi bien économique, politique et culturel. D'ailleurs, ils font aussi la première université d'Europe centrale, l'université Charles. Elle s'appelle toujours encore comme ça. Ensuite, le pays, évidemment, connaît des péripéties et des périodes difficiles, car c'est là que naissent les guerres protestantes. C'est là où naît finalement le protestantisme avec Jean Hus, qui met le pays vraiment à feu, à sang. Et en 1526, n'ayant pas de successeur, les derniers rois, c'était les Jagelons, la Bohème tout entière, ce royaume, tombe sous l'escarcelle de la maison des Habsbourg et y restera jusqu'à la fin de l'Empire. Pas seulement l'Empire romain, mais ensuite l'Empire autrichien et l'Empire austro-hongrois, donc jusqu'à la fin de la Première Guerre. Mais alors, qu'est-elle devenue après la chute de cet empire? Après la chute de cet empire, c'est aussi grâce à la France d'ailleurs, parce que la France est le premier pays à reconnaître un nouvel État qui naît après la dislocation de cet empire austro-hongrois, le 28 octobre 1918 déjà, et tout ça est signé Dumont à Saint-Germain-en-Laye en 1919, où sont reconnus tous ces nouveaux États qui sont nés après la dislocation de l'empire. Donc la Tchécoslovaquie est née, connaît une période aussi d'essor économique et une grande liberté. Évidemment, on n'a plus les Habsbourg, mais arrive le nazisme, la Tchécoslovaquie est séparée en deux et la partie ouest devient protectorat Bohème-Moravie et ça va durer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre. Ensuite, nous avons 2 années de répit, de nouveau un élan de liberté, mais 48 est le putsch communiste qui fera tomber ce pays dans le bloc de l'Est. Et ensuite, il faut attendre 1989, la révolution de velours, pour que de nouveau nous puissions recouvrer notre liberté. Mais les Tchèques et les Slovaques n'étaient pas d'accord sur certaines choses, mais tout à fait paisiblement. Donc le pays se sépare encore
le 1er janvier 1993 et devient la République tchèque du côté ouest et la République slovaque du côté est. D'accord. Alors, maintenant, nous avons programmé au nom de cette bohème, un certain Jan Dismas Zelenka. Racontez-nous qui est ce Jan Dismas Zelenka dont les compositions vont représenter le baroque tchèque? Alors, ce Jan Dismas Zelenka est un de nombreux musiciens tchèques qui naissent à cette époque et qui travaillent à cette époque. Il est né en 1679 et il décède en 1747, je crois. Et Jan Dismas Zelenka naît en Bohème, reçoit la première éducation musicale de base de son papa, parce que on dit souvent que tout Tchèque naît sous un violon, avec un violon sous son oreiller, ou tout Tchèque est un musicien. Ensuite, il a une éducation très sérieuse dans le collège des Jésuites à Prague, mais quitte le pays et va voyager un peu en Europe, subit donc diverses influences musicales et va se fixer à Dresde. Là-bas, il travaille beaucoup pour la cour de Dresde, est très connu et son génie est reconnu par ses grands contemporains qui sont Bach et Telemann. D'ailleurs, Zelenka est souvent appelé le Bach tchèque ou le Bach catholique. Il nous laisse un legs absolument important parce que je crois qu'il y a 21 messes, 4 oratorios, etc. Et à sa mort, malheureusement, son œuvre tombe dans l'oubli. Aussi, c'est dû au fait, c'était Dresde, et Dresde, pendant la Deuxième Guerre, en plus, a été bombardée, ce qui fait que les archives ne sont pas très faciles d'accès. Et il faudra attendre les années 1950-60 pour qu'un musicien tchèque, qui s'appelle M. Munzinger, et qui dirige un ensemble qui s'appelle Ars Recidiva, et où on commence de nouveau à se tourner vers cette musique de l'époque baroque, qui à un moment donné n'était pas jouée, pour que cette musique de Zelenka, qui était reconnue comme un génie du contrepoint, soit de nouveau mise à la lumière du jour. D'accord. Alors, vous nous avez donné un avant-goût de ce qui va se passer pour nous à Valloires le 31 juillet, mais il y a dans le programme de Musica Florea qui va venir ce soir-là quelque chose d'étrange, une hypocondrie. Qu'est-ce? Pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette œuvre qui sera donnée ce soir-là? Vous avez raison, ne serait-ce que le titre de cette composition intrigue, on se demande ce que c'est. Et effectivement, Zelenka, dans cette œuvre, traduit les symptômes ou les manifestations d'une hypocondrie, et à son époque, dans un sens moderne, un peu, pas seulement les maux dont souffre le corps, mais aussi les maux dont souffre notre âme. Et du coup, les mélanges ou les alternances des modes mineurs et majeurs sont assez déstabilisants et traduisent on dirait ce manque de confiance en soi lorsqu'on est proie à ces humeurs, comme on disait en France, à cette mélancolie, l'incertitude. Et dans la deuxième partie de cette composition, il y a une fugue extrêmement élaborée et travaillée, ce qui témoigne effectivement de ce Zelenka qui passait comme un maître du contrepoint et qui mettait dans son œuvre beaucoup d'élan et beaucoup de vivacité. Merci beaucoup, Irina Rodolphe. En effet, nous allons entendre pendant toute cette semaine à Valloires des choses surprenantes qui sont la fameuse cordatura ou alors le stylus fantasticus dans tout l'empire romain germanique, qui sont en effet des surprises affectives, comme vous le disiez, qui parcourent les autres auteurs, mais y compris Zelenka, et ces espèces de déstabilisation dont vous parlez. Ce sera certainement un programme très intéressant et je vous remercie beaucoup de votre présence et de nous attirer à Valloires cet été. Merci beaucoup. Mais avec plaisir.